Avez-vous déjà senti votre cœur battre entre vos dents? C'est une douleur sourde et sourde qui vous force à vous concentrer jusqu'à ce que chaque nerf de votre mâchoire vous fasse mal d'impatience. C'est exactement ce qui s'est passé au moment où Karina Ellison a fait glisser le document RH sur la table de conférence. Ses doigts effleurant à peine le bord du papier, elle l'a refermé comme un marteau, rendant un verdict. J'ai vu les responsables des opérations pivoter à l'unisson, les yeux écarquillés en reconnaissant l'ultimatum dactylographié, austère, dressé sous la lumière fluorescente. Accepter la baisse de salaire de 60% ou je trouverai quelqu'un d'autre. Le silence grondait dans la pièce, un vide aspirant l'oxygène de mes poumons. Mon pouls battait fort, mais je parvenais à ne pas broncher. Ces mots étaient froids et mesurés. Chaque syllabe était un coup calculé porté devant tout le personnel. Son personnel. Son royaume. Froid, public, humiliant. La voix de Karina ne vacillait jamais, ne sombrait jamais dans l'hésitation. Elle n'en avait pas besoin. C'était son coup de force, une démonstration de tout ce qu'elle avait bâti. Respect, peur, autorité. Pourtant, il ne savait pas que j'étais son mari. Pas officiellement. Cela faisait partie de son plan. Contrôle à huis clos. Invisibilité en public. Je l'avais vu façonner notre monde commun autour de mon absence, me transformant en fantôme à notre table, et voilà qu'elle recommençait. Je gardais un visage neutre, une posture détendue, même si, sous la surface, j'étais à vif d'indignation. Mon esprit ressassait tous les souvenirs, les nuits tardives à rédiger notre première proposition client, le triomphe de la clôture de ce tour de table de série A, la façon dont nous nous embrassions dans l'escalier avant que la date limite ne nous engloutisse. À l'époque, nous étions partenaires à égalité. Maintenant, j'étais là, preuve collatérale de son ascension impitoyable. Quand son regard se posa sur moi, calme et pur, je répondis d'un ton mesuré. Il me faudra 24 heures pour réfléchir. Mon ton était juste assez modéré pour masquer le tsunami intérieur. Tous les regards dans la salle m'observaient, m'évaluant, guettant un signe de faiblesse. Ils ne comprenaient pas. Aucun d'eux ne savait que j'avais été son confident, son complice. À chaque séance de brainstorming nocturne, ils voyaient un collègue, peut-être un cadre peu performant et révolu. Ils ne voyaient pas le mari qu'elle avait démantelé pièce par pièce. L'homme qui l'avait soutenu dans son ascension tandis qu'elle aiguisait ses griffes. Mais à présent, tandis que je regardais mes mots résonner contre les parois de verre, je sentais un léger changement en moi, le craquement de quelque chose que je croyais incassable. Quelque chose en moi se brisa à cet instant, aussi. Les lèvres de Karina se contractèrent, presque un sourire. Elle se leva, lissa les revers de son blazer et annonça la fin de la réunion. Autour de moi, les chaises raclèrent et un murmure sourd parcourut la salle tandis que les collègues rassemblaient leurs mallettes et leurs tasses à café. Je restai immobile. Je les regardais défiler, leurs conversations étouffées, comme s'ils craignaient de perturber la suite. Leur regard choqué était plus tranchant que n'importe quelle lame. Je m'autorisai une longue inspiration avant de ranger mon ordinateur portable et mes notes. Chaque geste était réfléchi, comme un homme qui veut montrer qu'il est encore maître de son destin, ne serait-ce que par ce petit geste. Quand je sortis enfin dans le couloir, la lumière était crue et accusatrice. Je fermai les yeux une fraction de seconde et imaginai Lucas, notre fils de 11 ans, endormi dans sa chambre, parfaitement inconscient que son père était castré publiquement au nom de la stratégie de l'entreprise. Il y avait de la colère, certes, mais sous-jacente, un profond frémissement de trahison, une douleur pour la vie que nous partagions autrefois, pour le partenariat que je croyais que nous formions. Pourtant, je savais que cette voie s'était fermée au moment où elle avait choisi de m'humilier devant des gens qui se moqueraient de mon existence. Je descendis l'ascenseur et appuyai sur le bouton d'entrée avec un claquement presque violent. Et lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rentrer. Pas encore. Je n'étais pas prêt à l'affronter ce soir pour faire comme si de rien n'était pendant le dîner. Je me suis glissé dans l'escalier, mes pas résonnant sur le béton, et je me suis appuyé contre le mur froid. Mon téléphone me démangeait, mais j'ai résisté. Au lieu de cela, je me suis concentré à calmer ma respiration, à m'ancrer dans l'instant présent. Je me suis remémoré ses paroles, la façon dont elle m'a regardé avec cette lueur de triomphe dans les yeux. Je trouverai quelqu'un qui le fera, quelqu'un qui prendra ma place, qui sera reconnaissant pour les miettes. Mais ce n'était plus moi. L'homme assis dans cette salle de réunion ne tremblait pas sous son regard. Il ne se recroquevillait pas. Il a répondu à son défi en lui demandant du temps, un luxe qu'elle s'accordait rarement, ni à elle-même ni à personne d'autre. Dans cette demande,
j'ai senti une étincelle d'autre chose. L'espoir. Non pas l'espoir d'une réconciliation, mais l'espoir d'une évasion et d'une réinvention. Je me suis collé au mur, j'ai fermé les yeux et j'ai pris la décision de répondre à son ultimatum. Non pas par défaite, mais par défi. Je me redressai les épaules et sortis de l'escalier pour rejoindre le bourdonnement silencieux du parking. L'air frais me frappa comme un choc, et j'inspirai, savourant la liberté pour la première fois depuis des années. Je lui donnerai ses 24 heures. Je réfléchirai à sa part, à ses conditions, à son pouvoir, mais j'envisagerai aussi mes propres options. Et quand je rentrerai demain dans cette forteresse de verre, je ne serai plus le même homme qui en était sorti ce soir. Quelque chose s'était brisé en même temps que mon sang-froid. Mais ce qui en ressortait était plus fort. La conviction qu'il existait une vie au-delà de son empire. Et j'avais l'intention de la construire à ma façon. Dans ce garage sombre, tandis que l'écho de mes pas s'estompait, je touchais mes dents du pouce, sentant le pouls rapide en dessous. Oui, je sentais encore mon cœur battre, mais il n'y avait plus de peur. Il y avait de la détermination. J'avais 24 heures pour choisir, et j'allais me choisir. Nous n'étions que 2 noms sur la liste de paie d'une start-up à l'époque. Karina et moi, jeunes, affamés, et inconscientes de la façon dont l'ambition peut ruiner les fondations sur lesquelles elle repose. À l'époque, Silver System n'avait ni logo clinquant ni contrat à plusieurs millions de dollars. Juste une vision et un bureau en mezzanine au-dessus d'une boulangerie qui embaumait tout l'endroit d'une odeur de pain au levain et de rêve. Nous étions une bande hétéroclite, à la poursuite de l'innovation en matière d'infrastructure cloud comme si c'était de l'oxygène. Et, d'une manière ou d'une autre, au milieu de ce chaos, nous nous sommes trouvés. Ça a commencé par des courses de burritos tard le soir, puis ça s'est transformé en baisers volés par l'imprimeur. Et avant même que je m'en rende compte, nous coécrivions du code, des objectifs et une vie. Karina était fougueuse, vive, autoritaire, impossible à ignorer. Elle voyait des échelles partout et les gravissait 2 échelons à la fois. J'ai d'abord admiré cela. Je l'ai encouragée, je l'ai soutenue, j'ai pris des notes pendant les répétitions de pitch, j'ai édité ses présentations, je l'ai même laissé s'entraîner à me critiquer les ingénieurs les moins performants, juste pour qu'elle paraisse féroce mais juste. Je voulais qu'elle s'élève. Je n'avais jamais réalisé qu'elle s'entraînait à s'élever seule. Lorsqu'elle a été promue vice-présidente des RH, j'ai fêté ça comme si c'était ma propre victoire. Elle était présente en réunion, avait le contrôle de la salle, et j'ai trouvé ma place dans les partenariats stratégiques, un travail discret, mais essentiel. J'ai bâti notre clientèle à partir de rien. Démarchage téléphonique, salon professionnel, prospection de prospects qui ne voulaient pas l'être. J'ai décroché des contrats qui ont permis de faire flotter les salaires pendant les périodes difficiles, et j'ai noué des relations que le conseil d'administration qualifierait plus tard de fondamentales pour notre envergure. Mais je n'en faisais pas trop. Je n'ai pas participé à des panels de magazines ni figuré dans le classement Forbes Next 100. Je n'en avais pas besoin. Karina, si. Elle aimait être sous les projecteurs, les applaudissements, les publications sur LinkedIn qui la qualifiaient de visionnaire et de disruptive. Je me satisfaisais de la paix. Elle avait soif d'influence. Et à un moment donné, elle a cessé de nous considérer comme des partenaires et a commencé à me voir comme un accessoire, un remplaçant, un homme derrière le rideau. Nous avons emménagé dans une maison de ville à Rosegate dès que les primes ont commencé à arriver. Je me souviens de la première nuit, debout dans la cuisine, pendant que Lucas faisait la sieste à l'étage. Elle est entrée, vêtue de sa polaire argentée siglée. Je resplendissais d'une présentation générale qu'elle venait de faire. On construit quelque chose d'énorme, a-t-elle murmuré, les bras autour de ma taille. Ensemble. Je l'ai cru bêtement, car même à ce moment-là, les fissures avaient commencé. Elle ne demandait plus comment se passaient mes réunions. Elle manquait les dîners 2 fois par semaine pour des réunions stratégiques et a progressivement remplacé notre agenda commun par le sien. Nos conversations sont passées du personnel au professionnel, avant de s'arrêter complètement. Au travail, elle a cessé de me regarder comme si j'étais sa personne. Elle me considérait comme un atout, utile mais remplaçable. J'aurais dû m'exprimer. J'aurais dû tirer la sonnette d'alarme quand j'ai commencé à remarquer les petites humiliations. La fois où elle a corrigé mon rapport devant les juniors au lieu d'attendre notre retour, ou lorsqu'elle a oublié de me mettre au courant d'une négociation de contrat important alors que le client était le mien. Mais je ne l'ai pas fait. Je me disais que c'était temporaire, que la pression allait retomber, qu'elle se souviendrait que nous étions dans la même équipe.
Cette réunion du conseil d'administration a prouvé le contraire. Après qu'elle eut glissé ce document sur la table, avec sa demande glaciale de baisse de salaire de 60% et sa menace de remplacement, j'ai repensé à tous les compromis que j'avais faits pour elle. Chaque sacrifice qui était désormais soigneusement enfoui sous son empire. Ce n'était pas un malentendu. C'était elle qui était devenue et celle qu'elle attendait de moi. Silencieuse, docile, remplaçable. Ce jour-là, je suis rentré chez moi en pilotage automatique, serrant le volant plus fort que nécessaire. Le goût de l'humiliation me restait encore amer. Notre quartier semblait trop immaculé, trop soigné pour ce que je ressentais, comme si la réalité refusait de s'accorder avec la tempête qui m'envahissait. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis là un moment, le moteur au ralenti, à regarder la douce lueur de la lampe de notre salon filtrer à travers les stores. Quand je suis entré, Lucas était par terre en train de construire une version Lego de quelque chose qui ressemblait au bureau de Silver. Il a levé les yeux et a souri. « Maman a dit que tu étais à une réunion importante. » Il ne savait pas. Il ne pouvait pas. Et cette innocence m'a frappé plus fort que tout ce qu'elle avait pu dire. Karina était dans la cuisine en train de réchauffer quelque chose au micro-ondes. Elle ne s'est pas retournée. « Dis donc » a-t-elle dit d'un ton décontracté, comme si elle n'avait pas essayé de m'amputer publiquement de ma carrière quelques heures plus tôt. J'aurais voulu crier pour exiger une explication, mais au lieu de cela, je l'ai fixée du regard, la regardant se déplacer avec une telle assurance, comme si son monde était intact par les dégâts qu'elle avait causés au mien. « Tu m'as tendu une embuscade aujourd'hui » ai-je finalement dit. Elle a marqué une courte pause. Puis elle s'est retournée, les bras croisés. Ce n'était pas personnel. C'était une décision stratégique. Tu l'as fait devant eux, ai-je dit à voix basse. Leur personnel, pas la famille, a-t-elle répondu. Ils ne savent pas que nous sommes mariés. Ils n'en ont pas besoin. J'ai cligné des yeux. Tu crois que ça arrange les choses? Elle a haussé les épaules. J'ai passé un appel. Ce n'est pas à propos de toi. Et c'est là que j'ai su. Ce n'était pas à propos de moi. Plus maintenant. Pas depuis longtemps. J'étais assis à côté d'elle dans une voiture qu'elle conduisait droit dans le vide, et j'avais été trop loyal pour sauter. Je suis monté à l'étage, j'ai collé les dessins de Lucas au mur, devant notre photo de mariage toujours accrochée de travers au cadre du couloir. Je suis resté longtemps dans notre chambre à contempler la vie que nous avions construite. La vie qu'elle avait brisée, une décision calculée après l'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai regardé le plafond passer de l'ombre à la lumière et j'ai senti le poids de quelque chose de définitif s'installer dans mes os. Je n'étais plus en colère. J'étais réveillé au matin. Je n'étais plus l'homme qui protégeait silencieusement son héritage. J'étais l'homme qu'elle sous-estimait. Et j'en avais assez d'attendre qu'elle se souvienne de ce que nous avions construit. J'allais construire quelque chose de mieux sans elle. Je ne pouvais m'empêcher de revivre la scène. La voix de Karina, aiguë, froide, comme une lame sur ma nuque. La façon dont les autres me regardaient pendant qu'elle le faisait, certains avec pitié, d'autres avec un soulagement silencieux de ne pas être la cible. Le tapotement de son stylo après l'ultimatum. Le silence dans la pièce quand j'ai dit que j'avais besoin de 24 heures. Et maintenant, seul dans ma voiture, j'étais garé devant chez nous, moteur coupé, les doigts toujours agrippés au volant comme si j'attendais un accident. La maison était sombre, à l'exception de la petite lumière du porche qui clignotait toutes les quelques secondes, projetant des ombres sur le jardin comme des fantômes arpentant l'herbe. Je ne bougeais pas. Je fixais le pare-brise, mon reflet s'évanouissant dans la vitre. Je ne savais plus qui je voyais. Mari, père, employé, cible, et maintenant peut-être quelque chose de complètement différent. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Libéré. L'humiliation a une étrange façon de tout dépouiller. On arrête de se trouver des excuses. On arrête de se mentir. On voit les choses clairement. Finalement, je suis sorti et je suis entré discrètement dans la maison. Lucas dormait. Sa porte s'ouvrit juste assez pour laisser filtrer la lueur de sa veilleuse. Je m'arrêtai, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Il s'était endormi, un dessin serré dans une main, des crayons éparpillés sur son lit. J'entrai doucement et lui ôtai le papier des doigts. C'était un dessin de famille. Lui au centre, Karina à droite, notre chien mort 2 ans plus tôt à gauche. Moi? Je n'étais pas là. Juste une tache là où une autre silhouette aurait pu disparaître, effacée d'un pouce rose et négligent.
Peut-être avais-je manqué trop de petits déjeuners, trop de jeux. Peut-être m'étais-je rendu invisible. Ou peut-être avais-je été créé ainsi. Je bordais le drap sur sa table de nuit et me dirigeais vers mon bureau en bas. Les murs étaient encore tapissés de dossiers clients, de pitch decks, de dessins à la main ou de graphiques datant de l'époque où Silver n'était qu'un groupe désespéré d'optimistes technologiques essayant de surpasser Amazon. J'avais bâti notre branche stratégique de toutes pièces. Courtiser des clients que personne d'autre ne pouvait approcher. Je m'accrochais à mes relations comme à des ponts de singe. Et maintenant, une baisse de salaire de 60% pour l'homme qui rapportait un tiers des revenus récurrents de l'entreprise. La loyauté était une monnaie que je dépensais bien trop généreusement. J'ouvris mon ordinateur portable. L'entreprise ou l'organigramme était toujours affiché dans un onglet épinglé plus tôt dans l'après-midi. Mon nom était désormais associé à un nouveau titre étrange, consultant spécial. J'avais l'impression d'une rupture déguisée. Je le fixai une minute entière avant de fermer l'onglet. Puis j'en ouvris un nouveau et tapai 4 mots. Page carrière de Courtnick System. Courtnick. Le nom avait toujours résonné comme un murmure dans les couloirs de Silver. Notre principal concurrent, plus élégant, plus bruyant, mieux financé. Ils avaient déjà essayé de me débaucher à 3 reprises, me faisant miroiter un meilleur salaire, de meilleurs titres, des filières plus rapides, et j'avais refusé à chaque fois par loyauté, par principe, pour Karina. Plus jamais. J'avais contourné leur page carrière et consulté mes contacts. Jared Ortega. Ce nom avait ravivé un flot de souvenirs. Il y a 10 ans, il était stagiaire dans mon équipe, fraîchement sorti de l'université, avec plus d'idées que de tact. Je l'ai encadré, je lui ai appris à pitcher sans avoir l'air de supplier, je lui ai montré comment décrypter une pièce. Nous avions perdu contact quand il était parti pour Courtney 5 ans plus tôt. Il était maintenant vice-président de la croissance stratégique. J'ai fixé son nom un instant. Ma souris a survolé un message. J'ai cliqué. Jared, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. J'aimerais discuter de quelque chose d'important. Es-tu disponible cette semaine pour une brève conversation? J'ai appuyé sur « Envoyer », j'ai fermé l'onglet et j'ai fixé le silence de l'obscurité. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bip. Je me suis penché en avant et j'ai ouvert. Marcus. Zut. J'espère que ce jour viendra. Tu es libre demain matin? Tôt. J'ai fixé le message. Mon pouce a survolé le clavier. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Quelque chose de vrai, pas de répétition ni de diplomatie. Nomme l'endroit. J'ai répondu. Nous avons choisi le Rose Gate dîner. 6h30. C'était Jared. Tôt, impatient, efficace. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré, les doigts fourmillant d'une sensation que je n'avais pas ressentie depuis plus d'1 an. Une possibilité, pas vaguement un jour, mais à cet instant précis, comme si quelqu'un venait d'entrouvrir la fenêtre d'une pièce où j'étouffais. Au bout du couloir, j'ai entendu le bruit étouffé de Karina qui s'activait dans la cuisine, préparant probablement son porridge ou un de ses smoothies nutritifs avec toute l'assurance silencieuse de quelqu'un qui n'avait jamais été mis au défi. Je ne suis pas allé la voir. Je n'ai pas dit un mot. J'ai éteint mon ordinateur portable et suis monté à l'étage, passant devant les photos au mur. Vacances, récompenses, dîner, le premier anniversaire de Lucas. Des moments choisis, tous figés dans le temps. Dans notre chambre, Karina était déjà au lit, un livre sur les genoux. Elle a levé les yeux mais n'a rien dit. Je venais de retourner à sa lecture comme un manteau sur un porte-manteau, quelque chose qu'elle gardait à portée de main, mais qu'elle ne remarquait plus. Je me suis changé en silence, me suis glissé dans mon lit sans la frôler, scrutant le plafond, le cœur battant encore fort contre mes côtes. Elle ne m'a pas posé de questions sur la réunion. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle ne me l'a jamais fait. Et demain, je retrouverai l'homme dont elle se moquait autrefois pour son talent de jeune élève. Je m'assiérai en face de quelqu'un qui se souvenait de ce que je lui avais appris, pas seulement en affaires, mais aussi en loyauté et en courage. Et j'écouterai ce qu'il avait à offrir, non par désespoir, mais avec détermination. J'avais tout donné à Syl. Je lui avais tout donné. Il était temps maintenant de me donner en retour. De l'autre côté du pont, un nouveau chapitre m'attendait. Et cette fois, j'y entrerai les yeux ouverts. Le Rose Gate dîner n'avait pas changé depuis ma dernière visite, 5 ans plus tôt. Même banquette en cuir craquelé,
même néon clignotant au-dessus du comptoir, et la même serveuse, Gloria, qui se déplaçait comme si elle avait été propriétaire des lieux bien avant que le propriétaire ne signe le bail. C'était le genre d'endroit où l'on venait se perdre dans la routine. Mais ce matin-là, avant même que le soleil ne touche les toits, je n'étais pas là pour la routine. J'étais là pour clore un chapitre et en commencer un autre. Jared était déjà assis quand je suis entré, souriant comme un homme qui vient de trouver un billet de loterie gagnant. Il s'est levé pour me prendre dans ses bras. « Marcus », a-t-il dit en me tapant dans le dos. Je te jure, j'ai imaginé ce moment plus de fois que je ne l'avouerai au RH. J'ai ri en m'installant sur le siège en face de lui. Je vois que Courtnix ne t'a pas enlevé ton charme. Juste poli, a-t-il dit, avant de faire signe à Gloria sans même jeter un œil à la carte. Un café pour tous les deux. Noir, non? Quelque chose n'a jamais changé. Je me suis adossé et l'ai observé un peu. Il avait pris du volume, la mâchoire plus acérée, le costume mieux taillé, la voix plus assurée. Il avait l'air d'un homme enfin maître des pièces où il avait l'habitude de se faufiler. Et pourtant, il y avait encore cette pointe d'admiration dans ses yeux lorsqu'il me parlait. Comme si j'étais celui qu'il avait sorti de son ombre. Peut-être. Mais aujourd'hui, je n'étais pas son mentor. Aujourd'hui, nous étions égaux. Alors j'ai dit en croisant les mains, parlons. Jared n'a pas perdu de temps. Il a sorti un dossier en papier craft et l'a glissé sur la table. L'ironie ne m'a pas échappé. 2 jours plus tôt, ma femme avait fait la même chose, avec des menaces dissimulées derrière chaque phrase. Mais ce dossier, il regorgeait d'opportunités. Directeur principal de la croissance stratégique, m'a-t-il dit, salaire de base de $180, bonus potentiel de 30%, avantages sociaux complets, prime à la signature à vous faire oublier votre rétrogradation au rang de consultant. Et surtout, il s'est penché vers moi, baissant la voix. On vous propulsera au poste de vice-président en 6 mois, peut-être moins, si même la moitié de vos anciens clients vous suivent. J'ai cligné des yeux. C'est généreux. Non, a-t-il répondu. C'est plus que tant. J'ai ouvert le dossier. Lettre d'offre soigneusement imprimée, package de rémunération, accord de confidentialité, formulaire d'intégration standard. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas ce qu'il y avait dans le dossier, c'était ce qui n'y était pas. Pas de clause de non-concurrence, ai-je dit à voix haute. Jared a hoché la tête. On n'en a pas besoin. Vous n'êtes pas qu'un nom sur un CV. C'est grâce à vous que les affaires se concluent. Les gens vous font confiance, et la confiance n'a pas de date d'expiration. Je sirote mon café, laissant les mots reposer. Je voulais dire dans mon contrat actuel, ai-je précisé. Silver Carina l'avait fait supprimer l'année dernière. Elle disait que ça me donnerait plus de flexibilité. Il a haussé un sourcil. Sérieux? J'ai sorti mon téléphone, feuilleté quelques PDF et le lui ai tourné. Page 11. Pas de clause de non-concurrence. Pas de clause de démarchage client. Pas de restriction de propriété intellectuelle. Jared siffla doucement. Elle pensait que tu ne partirais jamais. Elle avait tort. Il tapota la table avec un sourire narquois. Tu sais qu'ils essaieront de te traîner dans la boue de toute façon. J'ai hoché la tête. Laisse-les faire. J'ai saigné pour cette entreprise. Les dossiers que j'ai constitués, la confiance que j'ai gagnée, les clients que j'ai signés, ils ne m'ont pas été donnés. Ils ne m'ont pas été offerts parce que je suis marié au pouvoir. Je les ai gagnés. Et je ne lèverai pas le petit doigt pour en voler un seul. Tu n'en auras pas besoin. Il dit, ils t'appelleront. Ils te demanderont où tu es. Ils te suivront parce qu'ils le veulent, pas parce que tu le demandes. La serveuse apporta nos plats. Je n'avais même pas réalisé que j'avais faim jusqu'à ce que l'odeur des œufs et du pain grillé me frappe. Jared en prit une bouchée, puis désigna le dossier. Alors, tu es partante? Je ne répondis pas tout de suite. Je pris l'épingle qu'il avait soigneusement posée à côté du paquet. Elle était lourde dans ma main, non seulement à cause du métal, mais aussi à cause de ce qu'elle symbolisait. Ni vengeance, ni ego, mais respect de soi. Après avoir été enseveli dans l'ombre de Carina, transformé en pion commode dans ses ambitions stratégiques, voici l'occasion de revenir à la lumière. J'ai signé. Jared a levé son café. Vers un nouveau départ, vers la liberté, ai-je dit. Nous avons mangé en silence après cela, un silence qui n'existe qu'entre ceux qui comprennent la gravité de l'instant.
En quittant le restaurant, le ciel s'était éclairci, de douces traînées oranges découpant l'aube. Je suis monté dans ma voiture, je l'ai prise dans mes bras et je suis resté assis là un long moment. Non pas par incertitude, mais parce que je me sentais léger, comme si la tension que je portais dans ma poitrine depuis 2 ans s'était enfin dissipée. De retour à la maison, le silence régnait. La voiture de Karina avait disparu. Rendez-vous matinal, sans doute. Elle ne m'a pas demandé où j'étais allé. Elle n'a pas vérifié si j'étais rentré la nuit dernière. Elle n'a pas semblé se soucier de ne pas avoir parlé depuis l'embuscade des RH. Je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai sorti le manuel de l'employé Silver, celui que j'avais contribué à rédiger. Tout était toujours là, des pages de politique, de clauses, de protocoles, mais plus rien ne me concernait. J'étais libre. Pourtant, j'ai relu mon propre contrat de travail, juste pour être sûr. Pas de clause de non-concurrence, pas de restriction quant à mon prochain poste. Karina avait supposé que je lui serais fidèle jusqu'au bout. Elle n'aurait jamais imaginé que j'aurais le courage de partir, et encore moins l'influence nécessaire pour atterrir dans une position plus forte. Elle avait lâché ma laisse, pensant que je ne bougerais pas sans elle. Son erreur. J'ai imprimé ma lettre de démission ce soir-là. Directe, professionnelle, sans amertume, mais chaque phrase était d'une clarté saisissante. Demain, j'entrerai dans son bureau vitré, vêtu du même tailleur que lorsque nous avons présenté Silver à son premier investisseur. Noir, impeccable, posé. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui implorerais son approbation. C'est moi qui aurais le dernier mot. J'ai porté ce tailleur avec intention. Un tailleur Blackwool. Celui que je n'avais pas touché depuis des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de quitter. Celui que je portais quand Karina et moi avons présenté Silver aux investisseurs providentiels qui nous avaient donné notre chance. À l'époque, elle me tenait la main sous la table de conférence, la serrant 2 fois chaque fois qu'elle était nerveuse. Maintenant, elle ne me regardait même plus par-dessus la table. L'ironie était crue. J'ai ajusté mes boutons de manchette dans le miroir, pris une grande inspiration et suis sorti. Le trajet jusqu'à Silver était silencieux. Aucune chanson ne me plaisait, alors j'ai laissé le silence m'envahir. Je suis passé devant le même café où Karina et moi partagions un bagel tôt le matin. Elle prenait toujours la moitié supérieure avec les graines de sésame en plus. Ces jours-ci, elle ne parlait presque plus. Avant de partir pour la salle de sport ou une autre réunion stratégique. Entre ambition et titre, nous avons cessé de faire équipe. En entrant dans l'immeuble, j'ai fait un signe de tête à la réception, puis j'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif. Mon cœur ne battait pas la chamade, mes mains ne tremblaient pas, juste un calme étrange, comme si j'allais à un enterrement. J'étais déjà en deuil. Les portes s'ouvrirent et elle était là, derrière la vitre de son bureau, le dos droit, une épingle à la main, décortiquant un document comme s'il lui devait des excuses. Je frappai une fois. Elle leva les yeux, surprise de me voir. « Marcus » dit-elle d'un ton neutre. « Je croyais que tu prenais la journée. »« Je suis là pour prendre une décision » répondis-je en entrant et en fermant la porte derrière moi. Elle fit un geste sans se lever. « Vas-y. » Je déposai la lettre de démission sur son bureau. Pas de préambule, pas d'excuse, juste la vérité en 12 points. Elle ne la prit pas, la fixa comme si elle allait exploser. Puis elle se renversa dans son fauteuil, les bras croisés lentement. « Tu fais une erreur » dit-elle. « Non » répondis-je. « Je fais un choix. » Une lueur passa dans ses yeux. De la surprise, peut-être. Ou plutôt de l'irritation. Elle n'avait pas l'habitude d'être mise au défi, surtout pas par moi. « Tu t'en vas après 14 ans » dit-elle. J'acquiesçai. 14 ans où j'ai fait gagner des millions à cette entreprise. 14 ans où je suis resté fidèle, même si cela m'a coûté du temps avec mon fils, m'a coûté ma paix. Son ton se durcit. Tu ne trouveras pas d'autre poste à ton niveau sur ce marché. Pas avec tes attentes salariales. Pas avec cette économie. Je souris alors. Juste un peu. En fait, je l'ai déjà fait. Cela la fit cligner des yeux. L'espace d'une seconde. Le masque se lécha. Où ? Courtney, dis-je. Calme. Direct. Et voilà. Au moment même où elle perdit le contrôle. Son corps se raidit. Ses doigts se recroquevillèrent sur le bord du bureau comme si elle s'accrochait au sol. Courtney, répéta-t-elle comme si le nom lui-même était une trahison.
Ils m'ont offert ce que je vaux, ce que j'aurais dû valoir ici. Sa voix baissa. Toi, tu réalises qu'on va te poursuivre? J'ai fouillé dans mon dossier en cuir et j'ai laissé tomber la lettre d'offre du juge à côté de ma démission. Pas de clause de non-concurrence, pas de conflit de propriété intellectuelle, pas de démarchage client. Tu as oublié de protéger la seule personne dont tu pensais qu'elle ne partirait jamais. Le silence était pesant. Elle a feuilleté le contrat du tribunal, son regard scrutant les termes. J'ai vu ses lèvres se serrer en une fine ligne. La femme qui disait autrefois, on forme une équipe formidable, calculait maintenant exactement comment elle avait perdu un associé, tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai supprimé la clause de non-concurrence pour te donner la possibilité de progresser, a-t-elle dit d'un ton sec. Non, ai-je répondu. Tu l'as supprimée parce que tu pensais que je ne l'utiliserais jamais. Sa mâchoire s'est serrée. J'étais loyal à l'excès, ai-je continué. J'ai refusé des offres, assisté à tes réunions où j'étais invisible. Je me suis mis en retrait pour que tu puisses briller. Je n'ai jamais voulu être le visage. Mais quand tu m'as humilié devant ton équipe, notre équipe, tu as été très clair. Je n'ai plus ma place ici et j'arrête de faire semblant. Elle s'est finalement levée. Si seulement sa taille pouvait l'aider à reprendre son autorité. Cela porterait atteinte à notre réputation. Non, j'ai dit que cela porterait atteinte à la vôtre. Pendant un instant, nous sommes restés là, silencieux. Deux personnes qui avaient autrefois bâti quelque chose côte à côte, maintenant dans des camps opposés d'une guerre qu'aucun de nous ne déclarait à voix haute. La pièce semblait plus froide que dans mes souvenirs. Plus clinique, moins d'heures. J'ai bâti cette entreprise, dit-elle doucement. Moi aussi, répondis-je. Et maintenant, je construis autre chose. Il y avait une finalité dans ma façon de dire cela. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se referma. Je voyais bien qu'elle voulait en dire plus, mais rien ne pouvait réparer ce qui avait déjà été brisé. Je me retournai pour partir. Marcus, appelait-elle juste au moment où j'atteignais la porte. Je marquai une pause, la main sur la poignée. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Sa voix n'était plus exigeante. C'était quelque chose de plus humain. Je la regardai de nouveau, la femme qui dansait pieds nus dans notre salon, qui murmurait autrefois ses rêves contre ma clavicule, qui croyait en nous. Parce qu'hier, dis-je, j'ai réalisé que j'avais été trop longtemps fidèle à quelqu'un qui avait cessé de l'être envers moi. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Le temps d'arriver à mon bureau, la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Devon, du service juridique, m'a lancé un regard long et indéchiffrable. Maria, de la finance, se tenait près de la machine à café, le regard vitreux. Je lui ai fait un signe de tête. Elle a souri faiblement et a articulé un « merci ». J'ai emballé mes affaires en silence. Quelques dossiers, le dessin au crayon d'une fusée de mon fils, une tasse à café sur laquelle était écrit « Fais le travail ». J'ai laissé la photo encadrée de Karina et moi au gala de l'année dernière dans le tiroir. Ce n'était plus un souvenir dont j'avais besoin. Les RH m'ont contacté avant que je puisse partir. Nous coordonnerons vos documents de sortie, disait le courriel. Veuillez attendre que la sécurité vous escorte, conformément au protocole. La sécurité, après tout ce que j'avais fait, après tout ce que j'avais donné. C'est ainsi que ça s'est terminé. Comme une menace, comme un fardeau, j'ai attendu, calme, imperturbable. Je ne voulais pas de scène. Je n'en avais pas besoin. L'agent de sécurité était poli, presque désolé. Juste le protocole. Monsieur Ellison, marmonna-t-il. J'ai hoché la tête. Bien sûr. En traversant le couloir, je sentais les regards braqués sur moi. Des collègues s'efforçant d'avoir l'air occupés. Des écrans vacillaient, simulant des travaux. Personne ne parlait, mais tout le monde regardait. Puis j'ai franchi une dernière fois les portes vitrées argentées. Pas d'annonce, pas d'applaudissements, juste le bruit des chaussures sur le carrelage et une rafale de vent lorsque les portes se sont refermées derrière moi. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. L'air extérieur du bâtiment de Silver était différent. Pas seulement plus frais, mais plus libre. Comme ce genre de brise qui vous rappelle qu'on vient de s'échapper d'un incendie et qu'on a survécu. Je suis resté sur les marches quelques secondes de plus que nécessaire, tenant le carton contenant mes affaires dans un bras, l'enveloppe de confirmation de ma démission dans l'autre. C'était étrange comme tout cela. Semblait léger. Après 14 ans de loyauté,
je m'attendais au poids du regret, à la nostalgie. Au lieu de cela, je ne ressentais que de la clarté. Devon, du service juridique, m'avait envoyé un message Slack 1 heure plus tôt. Tu veux une sortie discrète? J'ai décliné sans hésiter. Je n'avais pas besoin de fanfare, mais je n'allais pas me faufiler par la porte de derrière comme si on m'avait surpris en train de voler des fournitures de bureau. Je voulais qu'il me voie partir pour en ressentir les effets. Maria, du service financier, pleurait. Elle n'a pas dit grand-chose, juste serré dans ses bras avec force et murmuré. Elle n'était pas obligée de faire ça comme ça. Elle parlait de Karina. Tout le monde le pensait. Il l'avait vu jouer son jeu, exercer son pouvoir dans cette salle de conférence, non pas comme un leader, mais comme un tyran marquant son territoire. Et maintenant que j'étais parti, il la surveillerait encore plus attentivement, attendant de voir qui serait le prochain. L'escorte de sécurité n'était même pas nécessaire, mais le protocole l'exigeait. Pour les cadres supérieurs, prétendait-il. Il parlait plutôt de ceux dont les départs nuisaient aux résultats financiers. Le garde marchait tranquillement à côté de moi, le regard fixé devant lui. Arrivé à l'ascenseur, il appuya sur le bouton et recula. Je lui jetai un coup d'œil. « Vous tirez la courte paille ?» demandai-je. Il esquissa un demi-sourire. « Vous n'êtes pas le premier cadre que je quitte, monsieur Ellison, mais vous êtes le premier à partir la tête haute. » J'ai apprécié cela plus que je ne l'aurais cru. Lorsque les portes du hall s'ouvrirent, je sortis dans une pièce silencieuse. Les réceptionnistes marquaient une pause en plein appel. Les stagiaires faisaient semblant de parcourir leurs emails qu'ils ne lisaient pas. Je marchais sur le sol en marbre que j'aidais à nettoyer au début, quand on n'avait pas les moyens d'engager du personnel de nettoyage. À l'époque où Karina et moi partagions un bureau et un seul rêve. Maintenant, elle avait un bureau entier dans un coin et j'avais la seule chose qu'elle ne pouvait pas récupérer, mon nom, ma valeur et la confiance de tous les clients avec lesquels j'avais travaillé. Je sortis du bâtiment sous le soleil de l'après-midi, glissai la boîte sur le siège passager de ma voiture et restai assis un long moment, moteur coupé. Pas d'appel, pas de mais, juste le silence. Puis, presque comme sur des roulettes, mon téléphone s'est allumé. D'abord, Sonia adhère de Teltrick Solutions. Salut Marcus, je viens de savoir. Où vas-tu? Puis Marcus Doyle de Greywell International m'a dit que tu restais dans le secteur. On veut parler. Quelques minutes plus tard, Hélène Wiener. La même cliente qui avait dit un jour qu'elle ne travaillerait jamais avec quelqu'un d'autre que Silver. Si tu pars, je reconsidère notre position. On se recontactait bientôt. Je n'avais pas fait de pitch, je n'y avais même pas fait allusion, et pourtant il m'appelait, m'envoyait des SMS, me demandait où j'étais parti. Parce que ce n'était pas une question d'entreprise. Ça n'avait jamais été le cas. Il m'achetait, mon jugement, ma relation, les années que j'avais passées à apprendre leur métier sur le bout des doigts. Karina n'a jamais compris ça. Elle pensait qu'on pouvait gérer les gens comme des numéros. Cette loyauté pouvait être inscrite dans des contrats, mais la vraie loyauté ne s'écrit pas. Elle se mérite. J'ai répondu à chacun par un simple message. On se parle lundi. J'aurai quelque chose à partager. Puis j'ai ouvert un nouveau carnet. J'ai écrit 3 mots en haut de la page. Courtnick. Premier jour. Ce soir-là, je suis rentré avant Lucas. Il avait un entraînement de foot, et Karina s'était portée volontaire pour aller chercher les enfants, sans doute pour adoucir l'atmosphère, pour donner une image d'unité familiale qui n'existait plus depuis des mois. Je me suis assis à côté de moi, près de la boîte de la table de la cuisine, et j'ai sorti une photo du haut. Lucas et moi dans un parc, il y a 2 ans. Il tenait une glace à l'eau, la bouche bleutée, sa main dans la mienne. J'avais oublié celle-là. Karina l'avait prise. Je me souvenais de son sourire. Franchement, je me demandais où était passée cette femme. La porte du garage s'est ouverte. J'ai entendu la voiture s'arrêter. Le bruit caractéristique de Lucas qui enlevait ses crampons avant même qu'il n'atteigne la porte. Il a fait irruption un instant plus tard, essoufflé. « Papa, tu as vu mon but ?»« Pas encore, ai-je dit en me levant. Mais tu peux me montrer. Je rentre tôt. » Ses yeux se sont illuminés. « Tu ne rentres jamais si tôt. »« Je vais y aller. » Il courut chercher son ballon et je me retournai juste au moment où Karina entrait. Elle avait l'air fatiguée, pas épuisée, juste vidée, comme le succès peut parfois le laisser indélébile. Son regard se posa sur la boîte posée sur la table. « Alors,
C'est fait, dit-elle. C'est fait. Elle hocha la tête. Ils viendront te chercher. Je n'ai rien pris qui ne soit à moi. Pas de clients sollicités, pas de documents. Tu as bâti ton entreprise sur des règles. J'ai suivi tout le monde. Elle soupira et s'appuya contre le comptoir de la cuisine. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je sais. Il y eut un long silence entre nous, seulement rempli par le bruit de Lucas tapant dans le ballon contre le mur du salon et riant au rebond. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, dit-elle enfin. Je la regardai dans les yeux. Tu n'avais pas besoin de le penser. Tu avais juste besoin de cesser de me voir. C'est à ce moment-là que ça a fait mouche pour nous deux. Que le mal ne résidait pas dans une insulte publique ou une baisse de salaire. Tout avait commencé il y a longtemps, avec tous ces choix discrets, ces diminutions, ces renvois, cette absence de bienveillance à l'arrivée du pouvoir. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, ai-je dit d'une voix rauque. Elle a hoché la tête et m'a dépassé pour entrer dans le salon. Je ne l'ai pas suivi. Plus tard dans la soirée, une fois Lucas endormi, j'ai envoyé un email à Jared. Les 4 clients m'ont contacté. Non pas parce que je leur ai demandé, mais parce qu'ils ont vu ce que tu as vu. Il a répondu 5 minutes plus tard. Et nous avons commencé. Et c'est ce qui s'est passé. Le lundi matin a sonné comme un coup de départ. Pas le temps pour le stress, pas le temps pour la nostalgie. J'étais assise à mon nouveau bureau, élégant, minimaliste, moderne, avec un bloc-notes neuf, une tasse de café noir pleine et une détermination inébranlable que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'allais pas me laisser porter par le tribunal. Je menais la danse. Jared l'avait clairement indiqué dès ma signature. Nous ne vous embauchons pas pour vous fondre dans la masse. Nous vous construisons une nouvelle voie. Cette voie commençait maintenant. À 8h03, ma boîte de réception a sonné. Objet, au fait. Marcus, je viens d'apprendre la nouvelle. Si tu es ouvert à une conversation, j'aimerais bien qu'on se parle. On a un peu de flexibilité au 3e trimestre, et j'ai toujours apprécié tes conseils. Sonia Daré, Teltrick Solutions. Sonia était de la vieille école, tranchante comme une lame, et 2 fois plus impitoyable si on la contrariait. Elle ne faisait jamais rien à la légère. Qu'elle ait été la première à me contacter n'était pas un hasard. C'était un signal. À 8h17, j'avais 2 autres courriels en attente. Marcus Doyle de Greywell et Fiona Lassie d'Andurat. Aucun d'eux ne m'a demandé directement si je les avais débauchés. Ils étaient trop futés pour ça. Au contraire, les messages ressemblaient à des invitations. Où atterris-tu? Il nous faudra peut-être une nouvelle approche. Dis-moi où tu en es. Chaque mot codé avec une dénégation plausible. Chaque phrase bourdonnait d'intérêt. Et je n'avais pas passé un seul appel. C'est ça que Karina n'a jamais compris. Les relations d'affaires ne se construisent pas sur des rabais ou des gadgets. Elles se construisent sur la confiance. Une confiance qui se gagne discrètement. Respecter les délais sans qu'on le lui demande. Rester tard pour accompagner un client dans ses démarches d'intégration. Se souvenir du nom de la fille d'un client alors que personne d'autre ne s'en souvenait. La confiance réside dans les petits détails. Et maintenant, alors que la nouvelle de mon départ se propageait dans le secteur, la confiance faisait le travail à ma place. Je ne me suis pas précipité pour répondre. J'ai passé la matinée à examiner les portefeuilles clients de Cournix, à la recherche de lacunes, d'opportunités manquées, de domaines où nous pouvions surpasser Silver. Ce n'était pas difficile à trouver. Silver était devenu pléthorique. Trop de cadres intermédiaires. Trop de processus qui freinaient la dynamique. Je le savais parce que j'avais contribué à les construire, mais Cournix était agile, rapide et prêt à agir. À 11h20, Jared est entré dans mon bureau, un sourire déjà illuminant son visage. Laissez-moi deviner, a-t-il dit. Ils appellent. Ils tournent en rond, corrigeai-je en tapotant ma boîte mail. Ils appelleront vendredi. Ils appelleront aujourd'hui, dit-il en tirant une chaise. Sonia participe à une table ronde avec moi la semaine prochaine. Elle a demandé si on pouvait prendre un café à l'avance. Je la connais depuis 8 ans. Ce n'est pas une femme qui aime le café. J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas surpris. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était la lente évolution de conséquences inévitables. Silver pensait qu'il possédait ses comptes. Ce qu'il possédait, c'était l'accès. Ce que j'avais,
C'était la loyauté, et elle ne pouvait pas être rachetée. Jared a glissé un papier sur mon bureau. Liste des comptes clés que nous voulons cibler. La plupart sont des clients que vous avez touchés à un moment donné, même indirectement. Regardez. Vous les connaissez mieux que nous. J'ai parcouru la liste. Telx, Greywell, Norsin, Xylène, et 3 autres que j'avais aidé à intégrer à l'époque où Silver organisait encore des séances de brainstorming sur les tables pliantes. J'ai reconnu les noms. Je me suis souvenu des succès. Et je me suis souvenu que je n'étais jamais celui qui était invité à la tribune lors de la conclusion des contrats. À quel point sommes-nous agressifs? Ai-je demandé. À vous de me le dire. Jared a dit, on ne vole pas. On est juste ouvert. S'ils viennent, on les attrape. Pas de mais, pas de pitch, pas de contact préalable. Il fallait juste laisser l'aimant agir. Et il fonctionnait déjà. À 12h03, le premier appel est arrivé. Mon téléphone a craqué. Hélène, oui. La même Hélène qui m'avait dit un jour en face, je ne change pas de fournisseur. Je ne fais pas de drame. La femme qui avait demandé un jour à Karina de me retirer d'une conférence Zoom parce qu'elle pensait que les dirigeants devraient savoir quand se retirer discrètement. J'ai décroché. Hélène, ai-je dit. Marcus, a-t-elle répondu d'un ton froid mais curieux. Tu as atterri quelque part? Moi si. Cortex. Oui. Il y a eu un silence. Bien. J'attendais une raison. Une raison. C'est ce que j'étais devenu. Une raison de réévaluer, de reconsidérer, de me réaligner. Nous avons discuté pendant 6 minutes. Elle m'a posé des questions sur la feuille de route de Kurt Nix, sa stabilité, son éthique. J'ai répondu clairement, honnêtement, sans chercher à la convaincre. Après avoir raccroché, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas donné suite. Je n'en avais pas besoin. À 14h12, Marcus Doyle a suivi. À 16h47, j'avais 6 réunions au programme, toutes demandées, aucune initiée par moi. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant la douce lueur du coucher de soleil s'étendre sur la ligne d'horizon de Courtic. Un bureau sans tension, sans jugement, santé de guerre silencieuse. Quand Karina est venue le chercher, elle s'est arrêtée sur le seuil. Tu rentres tôt, a-t-elle dit. Je travaille dans un endroit où l'équilibre est important, ai-je dit, sans lever les yeux du dessin que Lucas avait collé sur le réfrigérateur. Elle n'a pas répondu. En partant, Lucas s'est retourné et a murmuré, on peut se revoir mercredi? Compte bien, ai-je dit. Je fermai la porte et restai là un long moment, la maison silencieuse, la lumière du soir douce et clémente. J'avais passé des années à penser que la victoire consistait à tenir le haut du pavé, à rester fidèle, à attendre d'être reconnu. Mais la vraie victoire, c'était que les gens se souviennent de vous quand vous n'étiez plus là. Et ils s'en souvenaient maintenant. C'était un jeudi soir tard. Lucas venait de se coucher et j'avais fini de répondre à une dernière série de mails. De discrètes ondulations dues à la vague croissante de changements de clients. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les indicateurs de croissance hebdomadaire du tribunal commençaient à refléter les pertes de Silver. Même Jared, d'habitude calme et posé, commençait à arborer une expression que je n'avais jamais vue auparavant. La faim. Le genre de faim que l'on ressent après avoir vu des années d'attente enfin porter leurs fruits. Je venais de poser mon téléphone lorsqu'il sonna. Un numéro inconnu, indicatif régional. Je fixai l'écran une seconde avant de répondre. Marcus Ellison, dis-je. Il y eut un silence. Alors, Marcus, voici Harland Royce, le PDG de Silver System. Je me tenais là, sans m'en rendre compte, une main appuyée sur le bord de l'îlot de cuisine. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. Même lorsque j'étais encore dans l'entreprise, Harland était de ces dirigeants qui n'apparaissent qu'une fois par trimestre et ne sont visibles que lorsqu'il y a des caméras ou en cas de crise. Apparemment, c'étaient les deux. Bonsoir, Harland, dis-je d'un ton neutre. Je ne m'attendais pas à vous entendre. J'aimerais parler d'homme à homme, commença-t-il d'un ton diplomate et contrôlé. J'entendais presque le service juridique assis derrière lui hocher la tête en silence. D'accord, répondis-je en m'approchant de la fenêtre du salon. Je vous écoute. La situation, avec votre départ, s'aggrave plus que prévu. Je n'ai rien aggravé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il s'éclaircit la gorge. Vous avez bâti des relations solides au fil des ans,
et nous en sommes conscients. Mais les changements récents chez les clients sont le fruit de la confiance, intervins-je. Une confiance que vous laissez votre esprit détruire publiquement. Il resta silencieux un instant. Puis il poursuivit, mesuré. Nous aimerions vous proposer un package révisé. Nouveau titre, associé principal, participation au capital, réintégration complète. Nous pouvons annuler ce qui a été fait. J'ai failli rire, non par manque de respect, mais par incrédulité. L'homme qui avait un jour déclaré à un conseil d'administration que j'étais fondamental, mais pas irremplaçable, voulait maintenant faire marche arrière, car il avait enfin compris que fondement ne signifiait pas invisible. Mais essentiel. Tu arrives trop tard, dis-je. Pense à ta famille, dit-il doucement. Je regardai dans le couloir où la veilleuse de Lucas brillait sous l'encadrement de la porte. Oui, répondis-je. Je repensais à mon fils demandant pourquoi sa mère me criait dessus devant tout le personnel. Je repensais au matin où il me voyait partir avant le lever du soleil et revenir après la tombée de la nuit. Je repensais à la façon dont il avait arrêté de me dessiner sur les portraits de famille parce que j'étais toujours au travail. Marcus, j'ai tout donné à Silva, continuai-je. J'ai créé des services de toutes pièces, conservé des clients lorsque tes systèmes étaient défaillants, signé le genre de contrats qui ont financé toute la restructuration des RH de Karina. Et quand j'avais besoin de dignité, rien que de dignité, tu m'as laissé le silence jusqu'à ce que les chiffres chutent. On n'avait pas réalisé que tu t'en fichais, dis-je, plus perspicace maintenant. Et maintenant que le marché réagit, je suis soudain à nouveau précieuse. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, finalement, y a-t-il quelque chose qu'on puisse dire pour arranger les choses? Je regardai par la fenêtre. En regardant les lampadaires vaciller sur le trottoir. Je repensais à la paix que j'avais ressentie en entrant chez Courtnick chaque jour. Au respect dans la voix de Jared lorsqu'il me demandait mon avis, à la place que mon agenda avait enfin laissée à mon fils. Je repensais aux réunions que j'avais eues cette semaine-là. Cette client déjà en transition pour plus d'examen de propositions. La nouvelle équipe que j'encadrais. Des gens qui me considéraient non pas comme une relique, mais comme un leader. Et je repensais à Karina qui ne m'avait pas contacté une seule fois. Ni pour s'excuser, ni pour expliquer, ni même pour discuter. On ne peut rien arranger. J'ai dit, parce que tu as laissé les choses aller trop loin. Et le pire, c'est que tu ne comprends probablement toujours pas ce que tu l'as laissé me faire. Tu n'as pas perdu un nom. Tu as perdu la seule personne qui n'a jamais cherché à être sous les feux des projecteurs, mais qui a su maintenir ta marque quand tout le reste s'est effondré. Un autre silence. Mais celui-là avait du poids. Je vois. Il a finalement dit, non, Harland. C'est ça le problème. Tu ne l'as jamais fait. J'ai raccroché. Je suis resté là, dans le silence épais autour de moi, la finalité de cette conversation résonnant plus fort que tout ce qu'il avait dit. Je n'étais plus en colère. Plus maintenant. Cette partie s'était consumée depuis des semaines. Ce que je ressentais maintenant était plus clair, une conclusion plus forte. Ce soir-là, je suis entré dans la chambre de Lucas. Il était à moitié réveillé, recroquevillé dans un fouillis de drap, la bouche entr'ouverte. Je me suis assise au bord du lit, lui passant la main dans les cheveux. Tu n'auras plus besoin de me demander de rentrer, ai-je murmuré. Je suis déjà là. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai tapé un dernier message à Jared. Objet, engagement total. Arlon a appelé. Il m'a tout proposé. J'ai refusé. Allons de l'avant. Jared a répondu 2 minutes plus tard, et il serait temps de faire grandir cette chose à plein régime. Et nous l'avons fait. 2 mois s'étaient écoulés. La ligne d'horizon devant mon bureau du tribunal scintillait sous le soleil de fin de matinée, les vitres des tours voisines projetant des reflets. Des réflexions sur mon bureau. Je venais de terminer un appel avec Greywell International, notre 3e transition réussie en 6 semaines. Lorsque mon assistante frappa doucement à la vitre, Marcus, il y a une visiteuse. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle a dit que vous souhaitiez la voir. Je n'eus pas besoin de demander qui. Je me levai, ajustai le poignet de ma chemise et me dirigeai vers la réception. Et elle était là, Karina. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, non pas physiquement, mais en apparence. Les bords d'acier dur qu'elle portait autrefois comme une armure étaient plus ternes, et l'inclinaison assurée de son menton était maintenant teintée de retenue. Son blazer était impeccable,
ses talons aiguilles toujours aussi pointus, mais il y avait un malaise discret dans la façon dont elle tenait son sac à main près d'elle, comme s'il pouvait la protéger de ce qu'elle venait d'affronter. Elle ne sourit pas. Moi non plus. Marcus, dit-elle d'une voix mesurée. Karina, j'espérais qu'on pourrait parler en privé. Je hochai la tête, me retournai et la conduisis à mon bureau. La porte claqua derrière nous, le plafond plongé dans un silence pesant, imprégné de tout ce que nous n'avions pas dit depuis des mois. Elle jeta un coup d'œil circulaire à la pièce, épurée, au ton chaleureux, d'une modernité raffinée. Un mur de baies vitrées baignait la pièce de lumière naturelle, et derrière mon bureau, le logo Courtniquez brillait sur un fond noir mat. « C'est bien, dit-elle, s'efforçant d'être presque polie. Très bien. Je m'assis derrière mon bureau et lui fis signe de prendre place en face de moi. Elle s'exécuta, les mains jointes sur les genoux. Son regard se posa sur la plaque signalétique sur mon bureau. Marcus Ellison, vice-président, partenariats clients mondiaux. Sa mâchoire se serra. Vous avez retourné la moitié du marché contre moi, dit-elle, sautant le préambule. Non, dis-je calmement. Vous l'avez fait vous-même en faisant de votre mari un spectacle devant des employés subalternes. Je suis parti. Je faisais mon travail. Vous jouiez un rôle. Je dis, vous n'avez pas seulement baissé mon salaire. Vous avez essayé de m'humilier et vous avez fait en sorte que tout le monde le voie. Elle remua sur sa chaise. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. C'est ça le problème, Karina. Tu n'as pas réfléchi du tout. Tu pensais que je le prendrais comme toujours. Doucement, avec grâce. Tu as oublié que j'avais bâti la colonne vertébrale de Silver pendant que tu courais après la visibilité. Je ne te félicite jamais pour ton travail. Non, mais tu ne l'as jamais partagé non plus. Elle baissa les yeux sur ses mains un instant, se ressaisissant. Tu étais toujours constante, prévisible, et tu en avais besoin jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Le silence revint. Elle leva les yeux vers moi, la pointe de son expression s'adoucissant légèrement. Je suis venue parce que je voulais comprendre, dit-elle. Pourquoi as-tu tout lâché? Nous, l'entreprise, tout. Je me penchai en avant, les bras posés sur le bureau. Je n'ai rien lâché, Karina. J'ai juste arrêté de tenir les choses qui me brisaient déjà. Elle cligna des yeux. Je me suis battu pour nous, continuai-je. Pour l'entreprise, pour chaque réunion, chaque affaire, chaque nuit tardive que j'ai couverte pendant que tu grimpais. Et à un moment donné, tu as cessé de me voir comme une partenaire. Je suis devenu un élément de décor pratique et remplaçable. J'étais sous pression, dit-elle doucement. Nous l'étions tous. Mais la pression révèle le caractère. Et le tien est resté froid. Son regard se porta vers la fenêtre. Aimes-tu ce que tu fais maintenant? Je n'hésitais pas. Vraiment. Elle hocha la tête une fois, comme si elle connaissait déjà la réponse. Et Lucas, demanda-t-elle. Il me voit maintenant, dis-je. Je suis à la maison. J'entraîne son équipe. Il me met à nouveau dans ses dessins. Ça l'avait frappé plus fort que tout ce que j'avais pu dire. Tu sais ce qu'il m'a demandé la semaine dernière? J'ai ajouté, pourquoi maman n'a-t-elle jamais applaudi quand tu es monté sur scène à la journée des carrières? Je ne savais même pas qu'il l'avait remarqué, mais si. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se referma. Ni défense, ni explication. Tu as raison, dit-elle finalement. J'ai arrêté de te voir. Entre mon ambition et mon contrôle, je pensais juste que tu ne partirais jamais. Et je me suis dit que ça me rendait forte. Ça t'a rendu aveugle. Elle hocha lentement la tête, puis se leva. Eh bien, tu as fait valoir ton point de vue. Je me suis levé aussi. Je ne t'ai pas invité ici. Je sais, dit-elle. Mais il fallait que je le voie par moi-même. Ce que tu es devenu quand tu as cessé de rester dans mon ombre. Nos regards se sont croisés un long moment. Il n'y avait aucune haine. Aucune venin, juste une compréhension mutuelle que quelque chose était terminé et que ce n'était pas temporaire. Tu étais destiné à plus, murmura-t-elle. Je reculai. Tu ne voulais juste pas que je le vive. Elle prit une inspiration tremblante et se dirigea vers la porte. Sa main toucha la poignée et tourna une fois de plus. Au revoir, Marcus. Au revoir, Karina. Elle partit sans un mot. La porte se referma derrière elle. Je me rassis, le silence s'installant autour de moi.
Mais ce silence n'était pas douloureux. Il ne me semblait pas vide. Il semblait mérité, paisible, non? Et dehors, la ville continuait de bouger. Des affaires en attente, des clients qui appelaient, mon avenir grand ouvert. Elle était entrée dans mon bureau en pensant que je pourrais regarder en arrière, mais je regardais déjà vers l'avenir. Une année entière s'était écoulée. 12 mois depuis que j'avais quitté Silver System, une boîte à la main et ma réputation intacte. 12 mois depuis que la voix de Karina avait résonné dans cette salle vitrée, proférant une menace en langage d'entreprise. Et maintenant, assis au bout d'une large table de conférence en noyer au siège social de Cours, en centre-ville, je réalisais quelque chose que je n'avais jamais regardé en arrière. Non pas par obstination, mais par calme. Les derniers chiffres du deuxième trimestre, m'a dit Jared en me tendant un dossier. Nous sommes en hausse de 27% par rapport à l'année dernière. Cela inclut le compte Telx, Greywell, Xylen et maintenant Endurat. J'ai ouvert le dossier et laissé les chiffres parler d'eux-mêmes. Chaque nom figurant dans ce rapport avait été un client Silver. Chaque affaire était le fruit de mes recherches, de mon développement ou de mon sauvetage, alors que d'autres avaient raté leur coup. Mais je n'en avais pas débauché un seul. Je n'en avais pas eu besoin. La confiance, c'est la gravité. On attire les bonnes personnes vers soi une fois que l'on a perdu le masque de ceux sur qui on pensait pouvoir compter. Maria dirigeait désormais notre division d'analyse des partenaires. Devons diriger notre équipe de conformité. Tous deux m'avaient suivi depuis la classe argent, non pas avec amertume, mais avec détermination. Ils ont vu ce que j'avais enduré. Ils ont vu ce que Karina avait fait. Et quand l'occasion s'est présentée de construire quelque chose de différent, quelque chose d'éthique et de discrètement puissant, ils n'ont pas hésité. Courtic n'avait pas seulement gagné des clients. Il avait gagné en culture. J'ai fermé le dossier. Continuons. Pas de presse, pas de tour d'honneur, que des résultats. Jared a souri. Tu vas enfin te permettre d'apprécier ça? J'apprécie, ai-je dit. Je n'ai juste pas besoin de crier. Plus tard dans la soirée, j'ai quitté le bureau alors que le soleil était encore bas sur l'horizon. Ma voiture tournait déjà au ralenti dans le parking souterrain. Une autre courtoisie silencieuse de l'assistante dont j'avais autrefois douté d'avoir besoin. J'avais appris quelque chose au cours de l'année écoulée. La liberté ne vient pas toujours de la vengeance. Parfois, elle vient de la routine. De rentrer chaque jour dans un endroit où l'on est respecté, sans être remis en question. De partir suffisamment tôt pour rentrer à temps pour le dîner. Lucas m'attendait dans la cuisine quand je suis entré. Des chaussures de foot sur la table, une barre de céréales à moitié entamée à la main, un sourire teinté de beurre de cacahuète. Coach Ellison, a-t-il déclaré, on a entraînement demain. Je ne raterai pas ça, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Il était plus grand maintenant, plus sûr de lui, et pour la première fois depuis que les papiers du divorce avaient été discrètement déposés et finalisés 6 mois plus tôt, j'ai constaté à quel point il était plus calme, moins anxieux, moins confus. L'absence de tension à la maison avait laissé place à la croissance et à nous deux. Il est parti chercher son ballon dans le jardin et je suis sorti sur le porche, téléphone à la main. Une alerte est apparue sur mon écran. L'action Silver a chuté de 17% suite à une perte trimestrielle. Le service RH est en restructuration. Une photo était intégrée à l'article. Aaron, l'air figé derrière un podium, là. Cravate légèrement de travers et une chaise vide à côté de lui. Karina avait démissionné quelques mois plus tôt, invoquant des objectifs de développement personnel. Traduction, on l'avait poussé. Le secteur n'était pas stupide. Quand 4 clients importants ont démissionné dans les 90 jours suivant ma démission, ça a fait sourciller. Quand 2 de ses propres collaborateurs m'ont suivi pour courtiser des pseudos, ça a soulevé des questions. Quand les médias ont eu vent de ses décisions RH concernant la mystérieuse reclassification de son propre mari, c'est devenu un handicap. Et moi, je n'ai pas commenté. Je n'ai pas riposté. Je n'ai même pas publié de message cryptique sur LinkedIn. J'ai juste continué à construire, car une vraie revanche n'est pas bruyante. C'est digne. C'est être tellement concentré sur ce que l'on crée qu'on n'a pas le temps de brûler ce qu'on a laissé derrière soi. Le dîner ce soir-là se composait simplement de poulet grillé, de carottes rôties et d'une salade que Lucas a surtout cueillie. Nous avons ri d'une blague de son entraîneur, et quand il est allé se coucher, je me suis assis près de la fenêtre avec un verre de vin, baigné par le doux bourdonnement du contentement. J'ai repensé à tout ce que Karina avait représenté pour moi.
À tout ce que nous avions essayé de construire ensemble et à la façon dont elle avait transformé ce que nous avions créé en armes. Mais j'ai aussi pensé à ce qui allait suivre. Le soleil matinal à travers les fenêtres de Cournix. La façon dont Maria s'est réjouie pendant notre retraite d'équipe en disant « C'est agréable de travailler dans un endroit où l'on se sent à nouveau humain ». Les réunions de pitch nocturne avec Jared où nous élaborions des stratégies à l'instinct, et non à l'ego. Les emails de clients qui disaient « Nous vous faisons confiance pour mener cette aventure ». La voix de Karina avait disparu de ma vie. Son silence était plus fort que n'importe quelle excuse. Mais son absence ne m'a pas blessé. C'était un cadeau. Car en vérité, je n'avais pas besoin qu'elle tombe pour que je m'élève. Je n'avais pas besoin que l'argent brûle pour prouver que j'avais toujours été le feu. J'avais juste besoin de m'éloigner et de me rappeler qui j'étais avant de commencer à rapetisser pour être sous ces projecteurs. J'ai pris une dernière gorgée de vin et j'ai regardé les étoiles percer l'obscurité. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert une note vierge. Un rappel à moi-même. Le leadership ne se fait pas entendre. La dignité ne se supplie pas. La loyauté, lorsqu'elle est abusée, devient clarté. La confiance suit la personne, pas la marque. La meilleure récompense, c'est la paix. J'ai éteint le téléphone, je l'ai posé sur la table et j'ai éteint la lumière. Demain viendrait, et j'étais prête.